La guerre en Ukraine bouleverse l'Union européenne et ses pays voisins qui cherchent à rejoindre le projet européen. Les foyers de tension se multiplient comme dans le Caucase. Face à ces défis, les 27 cherchent des réponses diplomatiques, politiques, mais aussi commerciales. Pour évoquer ces menaces et ces challenges, retrouvons le président du Conseil européen, Charles Michel, dans The Global Conversation. Charles Michel, bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci à vous. Une nouvelle attaque militaire s'est produite à proximité de l'Union européenne. L'Azerbaïdjan a lancé une attaque éclair contre le Haut-Karabakh. Quelle est la priorité aujourd'hui ? C'est une décision qui est choquante parce qu'il y avait un processus de médiation qui était en cours et l'usage de la violence de chaque fois être déploré. Et ce qui est important maintenant, c'est d'être très actif sur le plan humanitaire. Et nous sommes très engagés pour soutenir l'Arménie qui accueille de très nombreux réfugiés qui ont quitté la région où ils habitaient dans l'ancienne oblast du Nagorno-Karabakh. Et d'autre part, on doit rester engagé sur le plan politique et diplomatique pour faire en sorte qu'il y ait une réaffirmation très nette du respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Vous êtes impliqué dans cette médiation ces derniers mois, mais l'attaque a eu lieu. Est-ce un échec de la diplomatie européenne ? Je pense que quand on est engagé dans la diplomatie et dans une médiation, on sait que ce n'est pas une science exacte. Et donc, je pense que cette médiation qui est menée en parallèle avec d'autres, notamment avec les États-Unis, est une médiation qui a permis d'engranger des avancées, des échanges de prisonniers, par exemple, des progrès en termes de compréhension sur comment on pourrait améliorer la connectivité dans cette région, comme étant un facteur d'ailleurs de stabilité pour l'avenir, des progrès aussi sur des textes qui visent à avoir à un moment donné, un jour, un accord de paix dans l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais cela étant dit, il est certain que cette action militaire, nous l'avons regrettée immédiatement. Je suis extrêmement déçu par cette décision qui a été prise par l'Azerbaïdjan et je l'ai d'ailleurs dit très fermement au président Aliyev. Il y a eu des signes avant-coureurs, il y a eu cette fermeture du corridor de la Latchine, les troupes azéries qui se sont rassemblées autour du Haut-Karabakh. Est-ce que l'Union a vu ces signes avant-coureurs ? Nous avons été extrêmement actifs tout au long de l'été, parce que dès lors qu'on a compris qu'il y avait cette fermeture du corridor de la Chine et qu'il y avait une pression humanitaire sur cette région, il était important de réouvrir cet accès humanitaire. Et tout au long de l'été et des semaines et des jours qui ont précédé cette action militaire, l'Union européenne a été impliquée très directement, aussi bien avec les représentants de la population arménienne de cette région, avec les représentants du gouvernement d'Azerbaïdjan, et nous avions d'ailleurs réussi à faire en sorte qu'il y ait une réouverture des accès humanitaires. Et c'est quelques heures après cette réouverture que cette action militaire a été déclenchée. Nous allons continuer d'être très engagés. On ne renonce pas. Il est certain que c'est une décision d'action militaire qui nous déçoit, je le dis encore, mais nous ne renonçons pas à être très engagés pour apporter de la stabilité, de la sécurité et dans le court terme de l'aide humanitaire dans la région. Est-ce que l'Union européenne n'a pas trop fermé les yeux pour préserver ces accords gaziers avec l'Azerbaïdjan ? Non, en aucun cas. J'entends bien que certains mettent ça comme étant un argument. Ce n'est pas une analyse qui est correcte. Nous avons démontré la capacité de l'Union européenne à diversifier très rapidement après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et par conséquent, il y a beaucoup d'options qui sont aujourd'hui devant nous en termes de capacité d'accès à des ressources énergétiques. Est-ce qu'on doit reconsidérer ces accords gaziers pour essayer d'obtenir des garanties avec Bakou ? Mais c'est certain, c'est qu'il faut d'abord voir maintenant avec l'Arménie comment on peut trouver le chemin pour aller vers une normalisation de la relation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, garantir de manière ferme et absolument indiscutable la reconnaissance mutuelle des intégrités territoriales respectives en Azerbaïdjan et en Arménie, et comment on peut aussi garantir les droits et la sécurité de la population arménienne qui vit sur cette ancienne oblast du Nagorno-Karabakh. Est-ce que l'Azerbaïdjan est toujours un partenaire de l'Union européenne ? C'est un partenaire aujourd'hui. Oui, c'est un partenaire. Est-ce que pour autant ça veut dire que la relation est simple ? Non, la relation n'est pas simple. Est-ce qu'il y a une difficulté ? Oui, et cette difficulté est réelle, elle doit être appréhendée. Vous allez rencontrer les dirigeants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Mais de nouveau, on va encourager pour qu'il y ait un processus de normalisation qui puisse déboucher sur des engagements de part et d'autre, qu'il y ait le respect pour les engagements qui sont pris. Et la priorité absolue, c'est de faire en sorte qu'il y ait des négociations à la fois sur les délimitations territoriales, sur les frontières. C'est d'ailleurs le processus européen qui avait permis de progresser par rapport à cela, qu'il y ait des progrès réalisés sur un traité de paix pour normaliser la relation, et aussi des progrès sur ce qu'on appelle la connectivité, c'est-à-dire la possibilité aussi bien pour les Arméniens que pour les populations d'Azerbaïdjan d'avoir des capacités de pouvoir se mouvoir dans la région. Vous avez utilisé le mot de paix. Est-ce qu'une paix est possible ?
Ça dépendra de la volonté de part et d'autre. Il est certain que lorsqu'il y a une action militaire, ça crée de la méfiance, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc il est certain que si on veut aller vers une pacification, vers plus de sécurité, vers plus de prospérité, le mieux c'est qu'il y ait une négociation qui puisse figer un certain nombre d'engagements de part et d'autre. Au 1er janvier, le Haut-Karabakh cessera d'exister. Comment créer la confiance dans ces conditions ? Je pense qu'il y a une grande responsabilité du côté de l'Azerbaïdjan. À partir du moment où c'est l'Azerbaïdjan qui a déclenché une opération militaire, c'est maintenant l'Azerbaïdjan de montrer une bonne volonté, une bonne foi dans un engagement avec une surveillance nécessaire par la communauté internationale pour protéger les droits et la sécurité de toute la population qui vit en Azerbaïdjan, y compris la population arménienne. L'Arménie parle d'un nettoyage ethnique en ce moment au Karabakh. Est-ce que vous reprenez ces termes ? C'est en tout cas une certitude qu'il y a une situation de fait aujourd'hui où l'immense majorité de la population arménienne a quitté cette région et a quitté probablement par la frayeur de la manière dont vous allez être considérés par les autorités d'Azerbaïdjan. Une bonne partie se situe maintenant en Arménie. C'est pour ça qu'une aide humanitaire est nécessaire et est délivrée notamment par l'Union européenne. Et je pense qu'il y a la nécessité d'un rôle pour la communauté internationale pour garantir la sécurité et les droits de cette population et de voir comment à la cette population va souhaiter soit rester pour partir en Arménie, soit pouvoir retourner dans leur région. La Russie est un acteur majeur dans la région. Est-ce que cette attaque de l'Azerbaïdjan affaiblit ou renforce Moscou ? Mais il y a une certitude maintenant, plus personne ne peut ne pas le voir, c'est que la Russie a trahi la population arménienne. Et la Russie a émis le souhait d'avoir des soldats présents pour garantir ces accords de stabilité, ces accords de sécurité. Et on voit que cette opération militaire a été déclenchée sans qu'il y ait la moindre réaction de la Russie qui était sur le terrain, ce qui n'était pas le cas de l'Union européenne qui, elle, n'a pas de force militaire présente sur le terrain, comme vous le savez. À propos de l'Ukraine, est-ce que le soutien des Européens à propos de l'Ukraine est toujours aussi infaillible? On a vu en Slovaquie les élections porter en tête un parti contre la guerre pro-Kremlin. Est-ce que les 27 sont toujours unis? La réponse, elle est oui, nous sommes extrêmement unis. Et je me souviens que dans les semaines et les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, il y avait déjà à l'époque beaucoup de spéculations sur le fait que les 27 seraient fragmentés, se diviseraient très rapidement. Ce n'est pas ce qui se passe. Et au contraire, le temps qui a passé a plutôt soudé les positions et a renforcé la manière dont on sanctionne la Russie. 11 paquets de sanctions au fur et à mesure ont été décidés contre la Russie et a renforcé la décision de soutenir l'Ukraine avec des capacités financières, avec de l'armement, ce qui est une première pour l'Union européenne, et puis surtout avec beaucoup de soutien politique dans les enceintes internationales. C'est l'Union européenne qui parle d'une voix très très forte pour soutenir la juste paix présentée et proposée par le président Zelensky, qui se fonde sur le respect de l'intégrité territoriale et sur le respect de la Charte des Nations Unies. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même? Parce que voilà, il y a la Slovaquie, la Pologne qui a dit qu'elle allait suspendre ses livraisons d'armes. On a l'impression qu'il y a des failles qui apparaissent. On dit ça depuis le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qu'il y a des risques de fissures, de failles. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vigilant. On est vigilant parce que l'unité, elle est rarement spontanée. L'unité, elle requiert beaucoup d'efforts, de travail politique, de travail de convergence et de diplomatie. On va rester extrêmement engagés, à la fois en Européens, mais également avec nos alliés et nos partenaires dans le monde, avec les États-Unis, avec le Canada, avec le Japon et de très nombreux pays dans le monde qui soutiennent cette position de l'Union européenne qui vise à défendre la sécurité en Europe, mais pas seulement, à défendre aussi un ordre mondial qui est fondé sur des règles, parce que quand un membre permanent, c'est le cas de la Russie, du Conseil de sécurité, attaque son voisin, c'est l'ordre mondial qui est menacé et pas simplement la sécurité en Europe. Comment vous allez pouvoir discuter avec la Slovaquie aujourd'hui? Il y a eu des élections. Il faut toujours respecter le résultat électoral. C'est une constante dans un espace démocratique. Et puis nous verrons quel sera le gouvernement, puisque dans les jours qui viennent, je suppose, les négociations vont intervenir pour qu'un gouvernement en Slovaquie se mette en place. Et nous allons travailler de bonne foi, avec sincérité, avec le gouvernement qui sera issu de ce processus électoral. Vous ne craignez pas des blocages ou des vétos qui apparaissent de plus en plus? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des élections au sein de l'Union européenne. C'est plutôt un processus habituel et c'est tant mieux, c'est fort bien. Et quand il y a des élections, souvent avant, on spécule, et puis souvent après, on se rend compte qu'il y a une capacité de faire en sorte que le bon sens l'emporte et que l'on puisse réellement travailler ensemble, parce que je pense que beaucoup mesurent bien que l'Union européenne apporte une valeur ajoutée, singulièrement dans des moments tels que ceux auxquels on est confronté. Ce sont des moments où il y a de grandes tensions sur le plan international. Vous allez vous rendre dans quelques semaines aux États-Unis, à Washington. Est-ce que là aussi,
selon vous, le soutien des Américains pour l'Ukraine est infaillible? On a vu un accord au Congrès qui mettait de côté l'aide à l'Ukraine. On peut se poser des questions sur le soutien de Washington. Moi, j'ai noté dans toutes les rencontres que nous avons eues avec le président Biden, avec le secrétaire d'État Blinken, une très grande détermination, une très grande sincérité dans le soutien pour l'Ukraine, parce qu'il y a cette compréhension aux États-Unis, comme je l'indiquais, que ce n'est pas simplement un soutien pour l'Ukraine ou pour l'Union européenne, c'est un soutien pour une vision du monde fondée sur la liberté, sur la démocratie. C'est cela qui est en jeu en réalité. Et donc, je suis plutôt confiant quant au fait qu'aux États-Unis, il y a cette détermination à travailler main dans la main avec les Européens. Il y a quelques jours, je recevais l'envoyé spécial de Joe Biden pour la reconstruction en Ukraine. Ça montre qu'on est vraiment dans le détail de la coopération, de la coordination pour faire en sorte que le soutien que nous apportons de part et d'autre soit utile, soit effectif pour les Ukrainiens et pour les valeurs que l'on défend. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'on est naïf. Il y a évidemment une vigilance qui est nécessaire. Elle est nécessaire sur le plan européen. Elle est certainement nécessaire aussi aux États-Unis. Vous allez rencontrer Joe Biden. Dans un an, l'interlocuteur sera peut-être un président républicain. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude après les élections américaines? Moi, ça ne vous surprendra pas, je n'ai pas l'intention de faire de la spéculation sur les résultats des élections américaines. Il y aura avant ça des élections européennes par ailleurs. Il y a un seul point qui est essentiel à mes yeux. On ne doit pas tellement penser à ce qui va se passer dans le monde. On doit plutôt penser à ce que nous voulons, nous, comme Européens, pour faire en sorte que l'on ait une influence positive sur le reste du monde. À la fois pour défendre nos valeurs, mais pour défendre aussi nos intérêts, y compris nos intérêts économiques. Il y aura nos intérêts économiques, les intérêts de nos populations, de ces centaines de millions de citoyens européens, et nous avons la responsabilité de les protéger, de les défendre et de faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte sur le plan international. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur la contre-offensive ukrainienne. Est-ce que vous êtes toujours optimiste sur l'issue du conflit et sur les avancées sur le terrain? Oui, je pense qu'il est important de ne pas relâcher les efforts dans notre soutien à l'Ukraine, y compris sur le plan militaire. On voit qu'il y a des progrès qui ont été enregistrés. J'ai pu encore en parler récemment avec le président Zelensky. On voit qu'il y a une détermination du côté ukrainien à continuer à mener l'offensive pour reconquérir son territoire. C'est de cela dont il s'agit. Et il est important pour cela que le soutien reste très, très ferme du côté européen et du côté des partenaires de l'Ukraine. Et puis vous voyez, quand cette guerre a été déclenchée, beaucoup ont pronostiqué que l'Ukraine ne tiendrait pas plus que quelques jours ou quelques semaines. On voit que l'on est maintenant plus d'un an et demi plus tard avec une Ukraine non seulement qui résiste, mais qui réussit à reconquérir des territoires qui avaient d'abord été conquis par les Russes. Est-ce que cela veut dire qu'il est encore trop tôt pour parler de négociations de paix entre le Kremlin et Kiev? Je pense qu'il est important de rester sur une position de principe très ferme. Ce sont les Ukrainiens et seulement les Ukrainiens qui devront définir à quel moment les conditions sont rencontrées pour une négociation. Et du reste, c'est ce que le président Zelensky fait lorsqu'il met sur la table cette formule pour une juste paix. C'est ce qu'il fait également quand, avec notre support, il essaie de mobiliser la communauté internationale et des dizaines de pays se sont rencontrés au niveau des conseillers nationaux à la sécurité à plusieurs reprises à l'initiative des Ukrainiens pour qu'ils puissent mettre sur la table les propositions pour aller vers une paix, mais une paix qui, pour être durable, doit être fondée sur pas d'impunité. Il faudra que la justice passe pour ceux qui commettent des crimes de guerre et une paix qui se fonde sur les principes de la Charte des Nations Unies. Toute autre formule enverrait le message au reste du monde qu'il suffit de lancer une agression contre son voisin et plutôt tout tard, il y a une forme de reconnaissance de celui qui a agressé. Ça n'est pas acceptable, évidemment, à nos yeux. Au début du mois de septembre, vous avez donné comme horizon 2030 pour un nouvel élargissement de l'Union européenne. Est-ce que l'Union est prête pour ce calendrier que vous proposez ? L'Union n'est pas encore prête. C'est bien pour laquelle nous devons nous préparer. Et si j'ai souhaité mettre une date, parce que je pense que non seulement l'Union européenne doit se préparer, mais les États qui veulent nous rejoindre doivent aussi accélérer les efforts qui sont nécessaires en termes de réforme pour pouvoir nous rejoindre. Et mettre une date a pour vocation d'ouvrir les yeux de chacune, de chacun, et de se dire on ne peut pas procrastiner davantage, on ne peut pas postposer davantage. On voit bien le monde dans lequel nous nous situons. Et si nous voulons que ce projet politique, l'Union européenne est un projet qui a apporté beaucoup de paix, de prospérité, d'espoir après le siècle précédent qui a été marqué par la tragédie et par le désespoir. Si on veut offrir à nos enfants un avenir prospère et stable, on doit dès maintenant se préparer pour l'évolution de ce projet politique. Et ça veut dire discuter, que veut-on faire ensemble à l'avenir, quelles sont nos priorités communes,
Comment on va les financer? Ce n'est jamais simple de parler de moyens financiers, mais il faut bien aborder ces sujets-là. Et comment on va décider ensemble? Surtout si demain, nous sommes plus nombreux autour de la table, on doit peut-être adapter nos manières de décider pour rester un projet politique qui puisse être efficace si c'est nécessaire. Est-il possible de mener le même processus d'élargissement pour chaque candidat? Certains n'ont pas le même poids démographique, économique. Est-ce qu'il faut un processus commun à chacun ou un processus différencié? Mais le processus est différencié puisqu'il est fondé sur les mérites de chacun. On doit être certain que partout on combat la corruption, que partout il y a une justice qui est indépendante et qui permet de faire respecter les droits des citoyens et des entreprises. Mais on voit bien qu'au-delà de ce principe de base et auquel non seulement on ne va pas renoncer, mais que l'on va confirmer, il est important de voir l'enjeu politique dans lequel on se situe. Est-ce que l'on a intérêt à avoir les pays des Balkans occidentaux qui sont une enclave au sein de l'Union européenne, qui sont soumis quotidiennement aux tentatives d'interférence et d'influence de puissances en dehors de l'Union européenne qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous? À mon avis, ce n'est pas bon pour notre sécurité. On sera plus sécurisé et plus stable lorsque ces pays auront rejoint les standards de l'Union européenne en termes de lutte contre la corruption, en termes d'état de droit, par exemple. Vous évoquez les standards européens. On voit que certains candidats s'en éloignent, en fait. Vous parlez de corruption, d'état de droit. Comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce que l'Europe n'est pas assez ferme ou n'est pas assez engagée pour les attirer vers ces standards? J'ai une position plus nuancée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'exemples de pays candidats qui sont en train de progresser et de mettre en place des réformes qu'on leur demandait de mettre en place depuis un certain temps, parce que ces pays comprennent qu'il y a un momentum. Ils comprennent que cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine ouvre les yeux de beaucoup d'Européens, et pas seulement les leaders européens, aussi les populations européennes, sur l'importance de pouvoir aller vers un processus d'élargissement qui soit ordonné, qui soit organisé. Est-ce que l'Union européenne peut encore tergiverser sur l'élargissement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces pays s'éloigner de l'Europe pour se diriger vers d'autres La réponse est non. On ne peut plus procrastiner, on ne peut pas temporiser, on doit agir. Ça ne veut pas dire que ces pays seront dans l'Union européenne la semaine prochaine. C'est sûr que l'on doit mettre en place un mécanisme d'intégration progressive qui fait que de manière tangible, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, on voit ce rapprochement économique, ce rapprochement sur la démocratie, sur les valeurs communes entre ces pays qui sont candidats à l'adhésion et les 27 pays de l'Union européenne. Parlons de la Chine. La Chine est-elle toujours un partenaire ou davantage un rival systémique? Moi, je vois la Chine sous un angle très simple. Je pense qu'il y a 3 piliers pour notre relation avec la Chine. Il y a un premier pilier, c'est la démocratie, ce sont les valeurs fondamentales, ce sont les droits de l'homme, et on ne va pas baisser les yeux du côté européen sur le sujet. C'est notre ADN, nous croyons que le monde est meilleur, plus stable, plus sécurisé lorsqu'on partage des valeurs universelles, et nous allons continuer, y compris avec la Chine, à défendre nos valeurs. C'est un premier point. Deuxième élément, on voit bien qu'il y a un souci de déséquilibre dans les relations entre l'Union européenne et la Chine, et que nous avons des vulnérabilités économiques parce que pour certains secteurs, on est trop dépendant de notre relation avec la Chine. Il faut donc rééquilibrer la relation avec la Chine, et c'est le message que nous donnons, que je donne avec d'autres Européens quand on engage avec les autorités chinoises. On doit tirer les leçons de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On a vu que nos dépendances aux énergies fossiles était une faiblesse, était un talon d'Achille. On doit donc tirer les enseignements de manière générale, y compris dans nos relations avec la Chine. Puis il y a le troisième élément. La Chine est un acteur pour le défi climatique, est un acteur pour les questions de santé sur le plan global, est un acteur pour la sécurité dans le monde également. Et donc sur ces sujets-là, on doit aussi engager avec la Chine. Est-ce que rééquilibrer la relation, ça passe par cette enquête, par exemple, sur les subventions chinoises pour les véhicules électriques? Oui, je pense que c'est effectivement utile lorsqu'il y a un certain nombre d'indications qui nous laissent penser que la relation est déséquilibrée par un certain nombre d'actes unilatéraux sont posés. On doit faire respecter les intérêts de l'Union européenne. Et du reste, de mon point de vue, ce n'est pas seulement avec la Chine, c'est avec la Chine en l'occurrence, mais ça doit être avec l'ensemble des régions dans le monde qui, à un moment donné, posent des actes qui peuvent conduire à ce que les règles du jeu ne soient plus partagées de la même manière par tous les acteurs. On doit faire attention sur le plan européen. Il est très bien et très juste d'être un acteur loyal, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait la réciprocité. Et lorsque nous sommes loyaux, on doit attendre de notre interlocuteur qu'il soit aussi loyaux que nous le sommes sur le plan économique, par exemple. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne? Quelle est l'étape d'après?
D'abord, travaillons pour rééquilibrer. Et puis, lorsqu'on aura progressé sur ce sujet-là, on pourra faire les évaluations et voir quels sont les instruments que l'on souhaite utiliser. On a utilisé, que ce soit avec la Chine ou avec d'autres régions dans le monde, des instruments à notre disposition, mais la première intention, c'est de réussir à faire en sorte que l'on se fasse respecter en rééquilibrant la relation économique. Charles Michel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.